Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Et oui, faut que ça change. Sur Sud Radio, chaque semaine à partir de 20h30. Ici avec, autour de la table, Vincent Julet. On vous retrouve. Bonjour, bonsoir à vous. Bonsoir Anthony. Ravi que vous ayez retrouvé le chemin du studio. Ça n'a pas été difficile? Non, j'ai pris un Uber. Et bien justement, très belle transition puisque nous recevons tout à l'heure la directrice générale France de Uber, Laureline. Alors attendez, Cyriès, c'est comme ça qu'on dit. J'en profite, elle est à côté de moi. Bonsoir. Très bien. Bonsoir à vous. Je vous dis bonsoir maintenant. Mathéo Lamblot avec nous autour de la table également. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir Anthony, ça va très bien, merci. Avec un joli match tout à l'heure. Restez bien connectés sur Sud Radio. Clermont, Toulon, je ne dis pas de bêtises, Mathéo. C'est ça. Je salue également la réalisation avec Anthony Urvois et puis Louane. Faudra un jour que vous me disiez votre nom de famille, Louane, parce que sinon c'est pas très juste. Et puis également la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Sandrine Chex. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous aussi, vous avez retrouvé le chemin du studio. Je vous en remercie puisque 500 000 personnes, 500 000 athlètes dans le monde, figurez-vous, sont depuis 1998 écartés des Jeux paralympiques depuis les Jeux de Nagano, voilà. Je regardais Mathéo Lamblot, mais visiblement il n'a pas vu. Si, je savais que c'était ça, mais j'avais pas compris que vous me regardiez. Oui, mais moi non plus. Parfois, j'ai pas l'impression que je me regarde. Allez, dans première partie d'émission, on va justement revenir sur ces 500 000 athlètes dans le monde qui sont privés de Jeux paralympiques depuis 1998. Une aberration selon Sandrine Chex. Et puis également Marc Truffaut, le président de la Fédération française des sports adaptés. Puis en deuxième partie, avec vous, Laurine Serriès, on reviendra sur le plan d'action que vous avez mis en place depuis 2023 et on fera un bilan justement sur où est-ce que nous en sommes. Allez, vous connaissez la tradition, on passe sur la vraie vie. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, faut que ça change. La vraie vie. C'est un peu comme un coup de gueule. 66 000 athlètes en France sont membres de la Fédération française des sports adaptés. Et Sandrine Chex, avec Marc Truffaut, je le disais, le président de la Fédération française des sports adaptés, vous poussez un coup de gueule dans une tribune que vous avez fait paraître dans l'équipe, chez nos confrères, où vous dites non, là ça suffit, il faut que nous soyons le porte-drapeau avec la France des Jeux paralympiques et de l'inclusion. Tout à fait. C'est vrai que c'est une exclusion de fait puisque les athlètes de sport adapté aujourd'hui ne participent pas aux Jeux paralympiques, notamment d'hiver, des athlètes qui ont des troubles de l'autisme ou qui sont trisomiques. Et comme nous avons la chance dans notre pays d'accueillir une deuxième fois des Jeux en très peu de temps, donc les Jeux d'hiver dans les Alpes en 2030, on aimerait bien que notre pays soit précurseur et en tout cas répare cette injustice. En 2023, on recevait notamment les Jeux mondiaux de ces sports adaptés avec 87 médailles sur 1000 athlètes participants, c'est-à-dire 8,7%. Et malgré ça, on n'arrive pas à se mobiliser. Comment vous l'expliquez ? Je pense que ce sont des athlètes en fait qui ont un handicap parfois invisible et donc ils sont souvent invisibles. Leur performance sportive n'a pas encore trouvé le chemin des médias et quand on ne voit pas les choses, on n'en parle pas. Et quand on n'en parle pas, on n'a pas de sponsor. Et comme on n'a pas de sponsor, finalement, on fait les choses dans une certaine indifférence. Alors moi je l'ai signé, combien d'autres l'ont signé au total cette tribune ? Aujourd'hui on est à un petit peu plus de 1500. Ah ouais. Avec une particularité dont on est assez fiers, c'est que, compte tenu du contexte en plus, d'autant plus fiers que nous avons des parlementaires de toute sensibilité politique qui se sont retrouvés derrière cette tribune. Et puis on a de nombreux athlètes. Le soutien du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Panécouk, pardon, j'ai du mal à le dire. Et puis Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique du sport français et de l'Agence nationale du sport, qui soutiennent cette tribune. Vincent Julet. Moi j'ai une question là-dessus. On a jusqu'à quand pour être assuré là-dessus ? C'est dans 5 ans ? C'est trop tard. En fait, et c'est pour ça qu'on s'est mobilisé parce que jusqu'alors c'était peut-être trop tôt et en fait on voudrait pas qu'à un moment donné on nous dise que c'est trop tard. Donc je pense que c'est important qu'on n'oublie pas que ces athlètes-là se sentent écartés, qu'ils poussent
ils poussent pour que leur classification soit rajoutée aux Jeux 2030. C'est techniquement possible. Donc voilà, on espère qu'on sera entendu et j'appelle tous les auditeurs à rejoindre cette tribune. Plus on sera nombreux à la signer et à la porter, et plus on montrera que la France est prête pour accueillir ça. La relayer sur sudradio.fr et sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. J'en appelle à nos amis du web, Théo, Elvin, Aurore. S'il vous plaît, on relaiera cette tribune et évidemment, signez-la. Salim Ajnaini, ça vous fait quoi ? Absolument, c'est une nécessité. Plus on va ouvrir fort les bras à l'inclusion d'un plus grand nombre d'athlètes, et le plus on créera un mouvement qui impulse et qui est puissant à travers le monde. C'est hyper important. Et est-ce que vous pensez que le cas qu'il y a eu lors des Jeux Olympiques de 2000, lorsque l'équipe espagnole de basket avait triché, est encore présent dans les têtes et fait qu'il y a très peu d'avancées à l'heure actuelle? Mathéo Lambeau, Sandrine Chex. Je pense que c'est probablement une raison, mais si on avait écarté, lorsque on voit par exemple un cycliste qui se dope, on n'écarte pas tous les cyclistes de la compétition, donc on aurait pu punir entre guillemets l'Espagne pendant une Olympiade. De là à retirer tous les athlètes de sport adapté, je trouve ça extrêmement violent. Donc moi je sais pas quelles sont les raisons techniques, politiques qui conduisent en 2025. Les coûts de la classification, j'ai pu le lire notamment. Oui, on envisage aujourd'hui d'accueillir de nouveaux sports, des sports additionnels. La visibilité, disait Salim Ajnaini dans les médias. La lisibilité à travers toutes les classifications. Encore qu'avec Aurélien Aubert, on a vu quand même un certain attrait sur des sports totalement inconnus du grand public. Ouais, puis on a eu un 2024 qui avait quand même une énergie de dingue, donc on peut se dire que ça peut marcher en France. Mais aujourd'hui, en plus, on parle d'école inclusive. De qui on parle quand on parle d'école inclusive? On parle souvent d'enfants qui sont porteurs de trisomie ou qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Et on ne saisit pas l'occasion de montrer que ces enfants-là, une fois devenus jeunes ou adultes, ils sont dans la haute performance pour la France. Donc c'est une belle image de montrer l'inclusion et de faire comprendre que ça n'est pas que du handicap, que des difficultés, c'est aussi des fiertés. Vincent Gelet, ça vous énerve, je le sens. Oui, moi ça m'énerve. Enfin, je crois qu'effectivement, déjà, il y a plusieurs choses qui m'énervent. Mais 2024 a été un formidable succès. Personne ne croyait au succès des Paralympiques. Il y a encore 2 mois avant les épreuves, on est en train de se dire personne, les stades vont être vides, ça va être un échec. Et aujourd'hui, on ne peut que laisser la chance au produit, quoi. C'est ça. Sandrine Chex, il est où l'héritage des Jeux de Paris? Non, mais je pense qu'il est dans l'image, effectivement, comme tu le disais, sur la performance. On a vu vraiment un engouement pour les résultats. Maintenant, après, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une certaine continuité pour qu'on puisse permettre aux athlètes de continuer à s'entraîner. Ça coûte. Et pour les sportifs en situation de handicap, il y a eu quand même une grosse perte de sponsoring aussi, il ne faut pas se mentir. Salim Ajnaini, vous, l'héritage, il est où? L'héritage, c'est ce que je raconte à chaque fois dans le commun des mortels qui nous parle de disciplines dont on n'avait pas forcément idée en amont. Quand j'ai un chauffeur de taxi ou un Uber, qui me parle on va en parler. Doucement, je vous sens, mais on va y aller. En deuxième partie d'émission. Qui me parle de boccia ou de Ceci Food comme d'un nouveau 98, on estime qu'il y a une belle réussite. Maintenant, il faut continuer. Peut-être qu'on pourrait même dire il fallait continuer. Il fallait continuer et on va continuer justement sur Sud Radio. Vous bougez pas. En deuxième partie d'émission, Sandrine Chex, vous restez là. Oui, avec plaisir. Très bien, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous publiez une tribune avec Marc Truffaut, président de la Fédération française des sports adaptés, pour que les sports adaptés reviennent en 2030, pour Alpes 2030 justement en France. En deuxième partie, je le disais, avec Laureline Serriès, directrice générale de Uber France. On parlera de Uber, on parlait de sport, on parlera transport pour voir comment, 2 ans après la mise en action de leur plan pour réagir à certains déconvenus, Uber s'en sort aujourd'hui. Vous bougez pas sur Sud Radio, on revient tout de suite. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio pour Faut que ça change. Vous bougez pas si vous attendez le match Clermont-Toulon. Ça arrive dans un peu moins de 15 minutes. 14 et 30 secondes. Un petit peu plus en tout cas. Si j'en crois ce que dit Anthony Urvois à la réalisation avec Louane. Merci d'être toujours à l'écoute de Sud Radio. Un Français sur 3 est en situation de handicap et c'est bien pour ça que cette émission existe. Pour que justement la situation que vous connaissez tous les jours, vous puissiez nous en parler. Vous nous appelez au 0826
06 300 300. Vous venez témoigner dans l'émission ou sur jeparticipe@sudradio.fr. Cette émission, elle est faite évidemment pour vous. Autour de la table, Sandrine Schex, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a parlé avec vous en première partie de la tribune que vous publiez sur Alpes 2030 et pour que le sport adapté revienne aux Jeux paralympiques. À ma droite, Laureline Sériès, bonsoir à vous. De nouveau, vous êtes directrice générale de Uber France et avec vous, on va parler transport et de plateforme VTC, celle que vous dirigez en l'occurrence. Autour de la table, toujours Vincent Julet, vice-président de la PHPP et de Bien Vivre son handicap à Courbevoie, c'est ça ? Président de Bien Vivre son handicap à Courbevoie, oui, tout à fait. Bon, merci de répéter ce que je dis. Mathéo Lamblot également autour de la table. Et Salim Evdaïni à distance. Et justement, Salim, on va regarder ce qui se passe avec vous sur les réseaux. Sud Radio, faut que ça change. La story de la semaine. La story de la semaine, Salim, cette semaine, vous nous parlez de quoi ? Cette semaine, je vous parle Uber, handicap et poker face, Anthony. Alors, c'est-à-dire, dites-nous en plus. Alors, cette semaine, donc, je vous raconte une histoire qui m'a un peu étonné tant par son caractère répété que par sa trivialité apparente. Je vais vous raconter l'histoire de Maëva, jeune active bordelaise de 32 ans. Maëva qui se retrouve à prendre un Uber. Elle le réserve sur son téléphone. Elle est non-voyante. L'application est accessible. Tout va bien. Arriver. Mais au moment de monter à bord, alors Maëva n'a pas de chien guide. Tout va bien jusque-là. Alors là, on ne voit plus arriver. Pardon. Elle se retrouve dans un débat enflammé avec le chauffeur tout au long de la course qui lui indique « Oui, mais vous auriez dû me prévenir que vous êtes non-voyante ». Et ça s'est allé assez loin puisque ça en est venu à une dispute assez caractérisée et des posts sur les réseaux sociaux. Maëva se dit choquée de l'incident. Et après une petite enquête, en réalité, ce genre d'incident est plutôt fréquent. Il y a a priori une croyance chez les chauffeurs Uber selon laquelle il faudrait se prévenir, se signaler comme étant en situation de handicap. Et alors la conclusion de tout ça d'après le chauffeur, c'est que si Maëva ne prévient pas la prochaine fois, on sera tout à fait en droit de la refuser. Alors je profite de l'occasion d'avoir madame la directrice générale de Uber France sur le plateau pour nous dire ce qu'il en est, d'où vient cette légende urbaine, est-elle réelle? Oui. De tout ça. On reviendra avec elle juste après. Vincent Julet, vous, ça vous arrive ça? Moi ça m'arrive tout le temps. Moi j'ai un chien guide, alors moi j'ai deux casquettes. La première, c'est que je suis avec mon chien guide, donc de temps en temps, quand j'ai envie d'être militant, je prends un Uber normal. Pour être très sincère, et puis une fois sur deux on bataille, et quand j'ai pas envie d'être militant, je prends l'option qui du coup respecte pas la loi, où on paye 4 € de plus. Donc oui, ça arrive. Bon. Maintenant, la deuxième casquette, c'est qu'aussi... allez, vas-y, continue, Anthony. Non, effectivement, je vois juste le temps qui défile et j'aimerais que tout le monde ait la parole. Mathéo Lamblot, petit point de clarification, s'il vous plaît, du coup, pour notre invité du jour. Oui, donc vous l'avez dit, nous recevons Laureline Sériès, directrice générale d'Uber France. Il y a 2 ans, vous, Anthony, vous étiez donc victime d'un refus de la part d'un chauffeur Uber alors que vous étiez en compagnie de votre fille, âgée de 4 ans à l'époque, et de votre chien guide Nepia. Ce chauffeur taxi, Uber, s'en est pris à vous de manière agressive. Et pour les auditeurs qui auraient raté cette scène, voici ce qui s'est passé. Bon, c'est bon, je peux y aller là parce que ma fille elle est en retard à l'école. Non, tu te calmes. Monsieur, tu te calmes. Non, je te calme. Je te calme. Je sais que vous n'aimez pas parler de votre cas, Anthony, mais celui-ci a au moins permis de faire bouger certaines choses. Oui, à chaque fois, c'est difficile d'entendre ça. Oui, je me doute. Une charte a été mise en place par Uber. Pour en parler, donc, nous recevons Laureline Sériès. Laureline, pouvez-vous nous dire ce qui a changé depuis cette charte, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Évidemment, la vidéo est choquante. Le cas encore cité de Maëva à l'instant est choquant également. Et on essaye évidemment de travailler vers toujours plus d'inclusivité. Et évidemment, on a toujours du pain sur la planche, malheureusement. On a mis en place un plan d'action, notamment en fait le cas d'Anthony avait été vraiment pour nous un aiguillon qui nous a invités à agir fortement, et notamment là on était un petit peu plus d'1 an des Jeux, on s'est dit qu'il était très important d'agir, donc on a agi à plusieurs niveaux, et notamment un des angles, et c'est ce que vous rappeliez à l'instant également, c'est de se dire que la plateforme Uber doit être une plateforme inclusive pour tous. Beaucoup de personnes sont en situation de handicap. Madame la vice-présidente de la région, vous avez
avez également rappelé que tous les handicaps ne se voient pas. Et donc, une des mesures phares qu'on a prises... Exactement. Et une des mesures extrêmement importantes qu'on a prises suite à ça, c'est de rendre obligatoire pour tous les chauffeurs actifs sur la plateforme Uber la visualisation d'une vidéo de sensibilisation dans laquelle on rappelle la loi, l'interdiction évidemment de discriminer, l'obligation d'accepter des chiens guides par exemple, et puis tous les gestes simples qui peuvent être pratiqués pour aider à prendre en charge les personnes qui sont en situation de handicap à bord d'un véhicule. Tout nouveau chauffeur en France voit systématiquement cette vidéo et pour tous les chauffeurs qui sont actifs, ils ont l'obligation de la revoir au moins une fois par an. Donc ça fait partie de la dizaine de mesures qu'on avait prises à cette époque-là. Nous, on les avait avec la PHPP, on les avait accompagnés il y a 1 an. Et c'est ce qui va dans le bon sens, c'est qu'on voit qu'il y a quand même des efforts. L'association dont vous êtes vice-président. Tout à fait. Ouais. Allez-y, Vincent. Non, mais c'est effectivement, on les avait accompagnés dans un plan d'action avec le ministère à l'époque. L'objectif, c'était de dire, on part d'un niveau qui est très bas et il faut absolument faire quelque chose. Et je crois qu'Uber était super volontariste là-dessus. Après, le quotidien, il est plus compliqué, mais il y a eu vraiment du gros travail de fait. Donc, je crois que c'est quand même aussi important de le dire. Alors, moi, je retire ma casquette de journaliste 2 secondes, effectivement, pour témoigner, en l'occurrence, sur ce cas précis du plan d'action, non pas de mon cas personnel. Mais on a eu beaucoup de discussions ensemble et c'est d'autant plus réjouissant aujourd'hui de vous avoir, Laurine, autour de cette table parce que ça n'a pas toujours été facile, c'est vrai, il faut se le dire, mais par contre, ça a toujours été très constructif. Et ça, je tiens à le saluer, je tiens à remercier votre équipe tout entière qui est aussi là avec nous dans le studio. D'ailleurs, Louise Rago-Pazan, vous allez nous rejoindre autour de la table, c'est votre baptême du feu. Puisque c'est votre dernière en tant que chargée de communication chez Uber. J'ai envie de vous saluer parce que c'est particulièrement avec vous qu'on a beaucoup travaillé. Je tiens aussi à préciser que cette émission n'est pas sponsorisée par Uber, bien évidemment. Mais par contre, le cas est tellement important. Laureline Serriès, la question que j'ai envie de vous poser, il y a quand même des mesures qui ont été mises sur la table, notamment une dont on a beaucoup discuté, et je sais que ça avance. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, vous m'amenez sur un terrain de la nouveauté, effectivement, suite à toute... On a organisé encore une grande journée l'année dernière, après les Jeux paralympiques, pour garder justement le mouvement et pour être sûr qu'on continue d'avancer et d'agir. Et on a une nouveauté qui est lancée cette semaine et qui consiste à offrir aux passagers la possibilité de déclarer qu'ils sont en présence d'un chien guide et donc de le déclarer dans l'application et ensuite on leur donne la possibilité, une fois que cela est déclaré dans leur compte, de le faire savoir aux chauffeurs. Et auquel cas, ils n'ont plus besoin en fait de se charger de quoi que ce soit. Évidemment, ça n'est pas obligatoire, certains ne le souhaitent pas, mais pour ceux qui le souhaitent, ça nous permet à nous de prévenir le chauffeur en amont de tout trajet. Et voilà, c'est la nouveauté en exclusivité pour vous, Anthony, aujourd'hui. Écoutez, je suis ravi. Louise, je ne vais pas vous louper, du coup. C'est quoi votre sentiment après autant d'années? Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble et qu'on discute beaucoup de ces sujets-là. L'épisode de 2023 en est un, mais là, il y a quand même une certaine satisfaction ou pas? Il y a un long chemin de parcouru parce que c'est ce que vous rappeliez, ça fait depuis 2020 qu'on échange ensemble sur les actions qu'Uber doit mettre en place. Au début, ça a commencé avec beaucoup d'efforts de sensibilisation à destination des chauffeurs et aujourd'hui, ce qu'on voit manifestement, c'est que ça se traduit par des innovations technologiques à l'échelle de la France, mais à l'échelle d'Uber aussi au niveau global. Et ça, c'est le travail précieux qu'on a fait avec vous, avec nos partenaires associatifs et ils sont nombreux aujourd'hui à pouvoir revendiquer comment Uber a avancé ces dernières années. Sandrine Chex. Moi, je trouve ça très bien parce que la formation, c'est la clé. Mais je pense qu'il y a aussi une autre clé en amont, c'est l'éducation. Parce que j'imagine que malgré tous les efforts que vous faites, il peut y avoir des couacs. Et les couacs, ils sont liés aussi à des hommes, à des femmes qui ont peut-être des préjugés, qui ont, malgré la formation aussi, ont parfois des caractères... Oui, de ce point de vue-là, d'ailleurs, on a également renouvelé cette année à nouveau notre partenariat avec la Fédération française handisport. Et on se rend compte vraiment, notamment dans la sensibilisation auprès des chauffeurs, que de passer par le média du sport est incroyable parce que ça crée une connexion tout de suite et ça donne un regard vraiment différent qui permet justement de traverser, j'espère, ce type de préjugés que vous décrivez.
décrivez. Mais oui, pour pardon. Non, pour rebondir sur ce que dit Sandrine, je crois que c'est super important de sensibiliser. Il est important de faire changer l'état d'esprit de tout le monde, de toute la société, et spécifiquement de vos chauffeurs. Donc, je crois que la précision était importante. Dès le plus jeune âge. Décidément, Salim, vous faites griller la priorité. Non, dès le plus jeune âge. Ouais, parce que plus tôt on est sensibilisé et plus tôt on devient des adultes responsables et sensibles aussi à la différence. Salim ? Pour revenir sur l'annonce de Madame la Directrice, j'ai une question qui me vient sur cette nouvelle mesure, donc pour avertir en amont le chauffeur. Une sorte de badge invisible. Ouais, alors justement, le côté invisible, qu'en est-il? Parce que si on avertit ouvertement, c'est aussi la porte ouverte au refus non déclaré. Enfin, comment est-ce qu'on est sûr que ça n'arrivera pas? Alors malheureusement, on ne peut pas avoir de certitude à 100%, mais ça nous permet justement aussi à nous de prendre action immédiate, c'est-à-dire que si jamais le chauffeur se présente et que dans un cas comme celui-là, il ne prend pas en charge le passager, on va de manière immédiate lui renvoyer du coup un email en lui rappelant la loi, un message au travers de l'application, et on va enregistrer ça aussi dans nos bases de manière à pouvoir prendre les actions adéquates. Donc non, ça nous permet d'agir justement plus rapidement et d'être à même de prendre en charge la situation tout de suite. Vous avez aussi pris en 2024 et bien avant d'ailleurs, je crois, le coche des véhicules accessibles avec Uber Access. Je crois que c'est l'option qui s'appelle comme ça chez vous. Des véhicules avec rampe. Mais vous avez aussi d'autres actions qui accompagnent les chauffeurs, parce que moi, je suis le premier à pester quand un chauffeur refuse un chien guide d'aveugle ou un fauteuil roulant. Pour autant, en face, on a des êtres humains. Vincent Julet, vous l'avez bien rappelé, il faut les sensibiliser. Oui. Mais à la fois, il faut aussi les accompagner. Vous les accompagnez, vous, quand même? Tout à fait, bien sûr. Et souvent, en fait, j'allais dire le refus de prise en charge ne part pas toujours d'un mauvais sentiment. Parfois, en plus, ça se double d'un mauvais sentiment, mais parfois, c'est simplement une préoccupation sur le temps. Ce que je veux dire, c'est comment vous incentivez, entre guillemets, vous intéressez vos chauffeurs à rester plus longtemps chez Uber de façon plus large, pas spécialement que sur le handicap. Peut-être sur la question de l'électrification, notamment. Alors voilà, dans ce cas-là, il y a énormément de choses, mais effectivement, sur la question de l'électrification, on a mis en place un plan d'action vraiment ambitieux qu'on a lancé en 2020 et qui arrive à échéance cette année. Je précise juste que je veux qu'on en parle parce qu'on est beaucoup écouté par les chauffeurs VTC, par les taxis chez Sud Radio, et que du coup, c'est aussi important qu'ils se sentent pas non plus stigmatisés uniquement par le prisme de vous refusez des aveugles. Voilà. Allez-y, Laurine, pardon. Non, et puis quant à ça, pour revenir d'abord sur la première question de la prise en charge des personnes en situation de handicap, c'est une réalité que parfois ça prend un petit peu plus de temps pour le chauffeur d'accompagner la personne. Ça fait partie de la réalité de leur quotidien. C'est une réalité parfois, alors entre mythe et réalité, je pense. En tout cas, ils ont la crainte, par exemple, que leur véhicule soit sali, dégradé. Donc, par exemple, on a une mesure d'accompagnement en ce qui concerne la prise en charge du handicap, c'est de leur offrir des couvertures pour mettre à l'arrière de leur voiture, par exemple. Où sur vos objectifs de décarbonation? Sur l'objectif de décarbonation, il faut savoir qu'on partait d'une situation en 2020, quand on a annoncé notre plan, qui était une écrasante majorité de véhicules diesel sur la plateforme. Aujourd'hui, en 2025, il n'y a plus un seul véhicule diesel sur la plateforme, en dehors des options van et berline, parce que là, il n'y a pas encore tellement d'alternatives. Et on avance sur l'électrification, effectivement. On a débloqué une enveloppe de 75 millions d'euros qui est destinée exclusivement aux chauffeurs pour financer des véhicules électriques et des bornes de recharge ou bien de la recharge électrique. Donc effectivement, ça a été une vraie révolution sur la plateforme Uber. Petite question provocante et provocatrice, la dernière de l'émission malheureusement, Laureline Sériès. Mais en fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il n'est pas possible d'indemniser aussi les personnes qui seraient victimes de refus, comme vous le faites par exemple sur des réservations qui ne sont pas abouties par des chauffeurs? En 30 secondes, même pas. Alors, en tout cas, on a d'ores et déjà en place un accompagnement juridique pour les personnes qui sont discriminées. Et donc, on les accompagne dans leur démarche, par exemple, pour porter plainte auprès de la police. On travaille avec la police également pour mettre à disposition les informations de manière directe. C'est le type d'accompagnement qu'on propose aujourd'hui. Bon, écoutez, merci en tout cas à Laureline Sériès. Je rappelle, vous êtes directrice générale de Uber France. Merci Vincent Julet. Je sais que vous êtes frustré, vous aviez encore un truc à dire à Laureline.
Salim Elgeni, merci Merci. beaucoup. Sandrine Merci Chex, beaucoup, merci vice-présidente à tous. de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes en colère parce que vous voulez que le sport adapté revienne aux Jeux paralympiques en 2030 en France. Et puis Louise, je termine par vous. On se revoit bientôt. Merci en tout cas d'avoir fait ce baptême du feu avec nous sur Sud Radio. Vous bougez pas, vous restez bien à l'écoute. Tout de suite, c'est le match Clermont-Toulon, la rencontre des titans, dirons-nous. Allez, merci à Anthony Urvois et puis à Louane qui sont à la réalisation. À la semaine prochaine.